Une fillette de 6 ans a été réprimandée et chassée de la maison par son beau-père. Sa valise s'est ouverte brusquement. Ses vêtements se sont éparpillés dans toute la cour. Sa robe était tachée de terre et son petit visage était brouillé par les larmes. Elle s'est agenouillée, sanglotant désespérément, suppliant qu'on la laisse rester, mais personne n'a aidé l'enfant jusqu'à ce qu'un millionnaire s'approche, lui tende la main et prononce une seule phrase qui a laissé tout le monde sous le choc. À partir de maintenant, tu viens avec moi. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un commentaire sur cette histoire et donnez-lui une note de 1 à 10. Je vous souhaite quelques moments de détente en écoutant cette histoire. Et maintenant, commençons. La lourde porte en bois s'ouvrit en grand, son écho résonnant dans le couloir de la maison. Une semaine s'était écoulée depuis les funérailles, mais la maison en bois n'avait pas connu un seul jour de paix. Emily Carter, 6 ans, se tenait là, serrant une petite valise contre sa poitrine, les yeux remplis de confusion. Elle avait autrefois été le centre de cette maison, autrefois bercée jusqu'au sommeil par les chansons de sa mère, autrefois portée dans les bras de son beau-père alors qu'il lui lisait des histoires pour s'endormir. Maintenant, cette chaleur ne vivait plus que dans ses souvenirs. David Carter, 40 ans, un homme qui avait été autrefois doux et calme, était maintenant affalé nonchalamment dans un fauteuil en cuir. Sa chemise rayée verte et jaune était froissée, sa main agrippant un verre de liqueur à moitié fini. L'alcool avait rougi ses yeux, sa voix, rauque et mal assurée, il rugit, sa voix vibrant à travers le salon. Tu n'es pas mon enfant, tu n'es rien d'autre qu'un fardeau. Sors d'ici, sors tout de suite. Emily sursauta, ses petites mains tremblant alors qu'elle agrippait la poignée de la valise. Elle essaya de se diriger vers les escaliers, mais une poussée soudaine par derrière la fit tomber sur les marches. La valise s'ouvrit brusquement, les vêtements s'éparpillant partout. Son vieil ours en peluche, un cadeau d'anniversaire de sa mère, roula sur le carrelage froid. La femme qui se tenait à proximité, Vanessa Blake, 30 ans, la cousine de la défunte mère d'Emily, s'avança rapidement vers David. Sa robe rouge moulante et ses boucles dorées brillaient sous la lumière. Ses lèvres, peintes d'un sourire rouge vif, s'étirèrent. Elle toucha doucement le bras de David, sa voix faisant semblant de l'apaiser. « David, arrête, la pauvre enfant, tu as trop bu. » Mais lorsqu'elle se tourna vers Emily, ses yeux brillèrent d'un sourire moqueur qui disparut aussi vite qu'il était apparu derrière un masque de pitié. Emily vit tout, mais elle n'osa pas parler. Dehors, dans sa cour, quelques voisins se tenaient cachés derrière la clôture. Ils soupiraient, chuchotaient entre eux, mais aucun n'osa intervenir. La porte de cette maison était depuis longtemps fermée à toute ingérence. Emily se releva péniblement, ramassa l'ours en peluche et le serra fort contre sa poitrine. Ses yeux brillaient, des larmes coulant sur ses joues. Elle murmura, presque comme si elle ne parlait qu'à elle-même. « Papa, tu avais promis que tu ne me quitterais jamais. » David descendit les marches en titubant, son visage s'assombrissant. « Arrête de faire semblant. Va-t'en, je te l'ai déjà dit. » Emily s'agenouilla, sa voix brisée mais claire. « Je serai sage, je ne ferai pas de bruit. Je peux dormir sur le canapé si tu veux. S'il te plaît, ne me mets pas dehors. » « Ne m'appelle pas papa, claqua David. Ta mère est partie. C'est fini. Je ne porterai plus de fardeau. Je ne suis pas un fardeau. Emily secoua la tête à plusieurs reprises, serrant son ours en peluche si fort que ses mains devinrent pâles. Je peux préparer du porridge comme maman m'a appris. J'étudierai bien. S'il te plaît, ne bois plus, ça me fait peur. Tais-toi, rugit David, pointant un doigt droit sur son visage. Tu es exactement comme ta mère, toujours à me ramener dans le passé. Le passé, c'est notre famille, sanglota Emily. Tu me portais sur ton dos pour aller au parc, tu ne te souviens pas? Vanessa se pencha, sa voix douce comme de l'huile sur le feu. David, ça suffit. Laisse-la apprendre à partir d'elle-même, chuchota-t-elle tout près, un sourire triomphant et fugace sur les lèvres. Papa, s'il te plaît. Emily joignit les mains, ses genoux saignant après s'être effondrés sur le sol carrelé. Tu es tout ce qu'il me reste. Sors d'ici. David serra les dents, jetant la valise dans la cour. Les vêtements se répandirent partout, même sa chemise de nuit froissée. Ne me fais pas le répéter. Juste à ce moment-là, des pas fermes résonnèrent à l'entrée. Un homme grand, vêtu d'un costume couleur crème, franchit le portail, portant une sac en cuir noir.
Ses cheveux étaient soigneusement peignés, son visage sévère, mais ses yeux brillaient de détermination et de compassion. C'était Jonathan Reed, 35 ans, un avocat de premier plan à New York et le fondateur de Reed Partners. Il avait représenté de grandes entreprises et possédait une fortune que la presse louait souvent, mais il ne s'en était jamais vanté. Aujourd'hui, il n'était pas là pour les affaires. Il était devenu à cause d'une promesse qu'il avait faite un jour à Sarah, une vieille amie maintenant disparue, de rendre souvent visite à sa fille. Mais la scène qui se déroulait sous ses yeux le figea sur place. La petite fille affalée sur les marches, les vêtements éparpillés, l'ours en peluche tombé sur le côté, tandis que David titubait et que la femme à ses côtés souriait victorieusement. Sans un mot, Jonathan s'avança, ramassa l'ours en peluche et le plaça doucement dans les mains d'Emily. Sa voix était calme mais résolue. « Ça suffit, David. C'est comme ça que tu traites l'enfant? » David se raidit un instant, puis gronda. « Jonathan, qui te crois-tu pour te mêler de ça? C'est ma maison, ma famille. Sors d'ici tout de suite. » Jonathan se redressa, son regard fermement fixé sur celui de David. « Ta maison? Ton affaire, c'est de jeter une enfant orpheline de mère à la rue? Cet enfant est la fille de la femme qui t'a un jour aimé de toute sa vie, David. » Emily serra son ours en peluche et leva les yeux. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais au fond d'elle, une faible lueur vacilla, la première depuis la mort de sa mère. Jonathan se tourna, tendant la main vers elle. Il parla lentement, chaque mot gravé dans l'air lourd comme un vœu. « À partir de maintenant, tu viens avec moi. » Emily hésita. Elle jeta un coup d'œil à David, espérant qu'il l'empêcherait de partir. Mais David détourna les yeux et rentra à l'intérieur. Vanessa sourit, enfin triomphante. La petite main tremblante d'Emily toucha celle de Jonathan. Derrière elle, la porte se referma dans un écho lourd, scellant la fin de sa vie passée. Et ce fut aussi le moment qui marqua un nouveau voyage. Un voyage où une enfant retrouverait une famille et où un homme sauverait le destin d'une petite fille. Jonathan se pencha, ramassa la valise qui s'était ouverte et rangea rapidement les petites affaires d'Emily à l'intérieur. Il épousseta l'ours en peluche avec sa manche, puis le remit dans les bras de l'enfant. Sans un mot de plus, il aida doucement Emily à se relever. Sa petite main agrippa son poignet comme si elle avait peur de glisser. « Allons-y, ma chérie, » dit doucement Jonathan. Il ouvrit la portière de la Bentley, attacha la ceinture de sécurité et ajusta le siège pour l'adapter à la taille d'une enfant de 6 ans. Emily serra fort l'ours en peluche contre sa poitrine, les yeux rouges, incapable de lever le visage. Le gilet de couleur crème de Jonathan fut taché lorsqu'il se pencha trop, mais il ne le remarqua pas. Il alluma le chauffage, vérifia une nouvelle fois la ceinture de sécurité, puis ferma la portière. De l'autre côté du porche, la porte d'entrée de la maison resta fermement close. À côté, Melinda Green, la voisine âgée, tira juste assez le rideau pour observer. Elle ouvrit sa fenêtre et lança dans la rue vide. « La petite fille n'a rien fait de mal. » Sa voix tremblait, mais elle portait une conviction ferme. Jonathan leva les yeux et lui fit un signe de tête reconnaissant. Il se souviendrait de ce visage. C'était important maintenant, car la vérité avait besoin de témoins. Jonathan fit le tour pour prendre le siège du conducteur et démarra le moteur. À l'intérieur de la voiture, l'air semblait lourd, comme si chaque son avait été avalé. Emily restait immobile, serrant l'ours en peluche si fort que ses ongles s'enfonçaient dans le tissu. Parlant lentement, baissant la voix pour ne pas la surprendre, Jonathan dit « Je m'appelle Jonathan. Tu t'appelles Emily, n'est-ce pas? Je crois que j'ai entendu ta mère parler de toi. » Emily pinça les lèvres, sa voix à peine un murmure. « Je m'appelle Emily. » Jonathan eut un léger sourire triste. « Ta mère était la meilleure amie que j'ai jamais eue. Je te promets que je ne te laisserai pas seule. » Emily bougea légèrement, gardant toujours la tête baissée. « Maman parlait souvent de l'oncle Jonathan, murmura-t-elle. Elle disait que tu étais le seul qui l'aidait toujours. » Il prit une profonde inspiration, stabilisant sa voix. « Merci de me dire ça. À partir de maintenant, les choses seront différentes. Tu es en sécurité. » Emily serra l'ours en peluche plus fort. Après une longue pause, elle chuchota. « Je peux rester avec toi, au moins pour cette nuit? »« Bien sûr, » répondit immédiatement Jonathan. « Ma maison est à Manhattan. Il y a une chambre d'amis. Je vais appeler pour que la gouvernante prépare des couvertures chaudes pour toi. » Le téléphone de Jonathan vibra doucement.
L'écran affichait le nom d'Anna Roberts, son assistante personnelle au cabinet d'avocat. Il coupa l'appel, ne voulant pas briser le fragile silence qui venait de s'installer sur l'enfant. Il tapa plutôt un court message. Ne m'appelle pas maintenant. Je m'occupe de quelque chose d'important. Je te recontacterai plus tard. Dans son cabinet, tout le monde était habitué à ce qu'il choisisse les gens plutôt que le travail, surtout lorsqu'un enfant était impliqué. La voiture s'éloigna du quartier calme de Scarsdale. Jonathan augmenta un peu le chauffage. Il prit une petite bouteille d'eau de la console et la lui tendit. Bois une gorgée. Emily accepta la bouteille à deux mains. Elle buvait par petites gorgées, faisant attention de ne pas renverser, comme si une seule erreur pouvait signifier que tout lui serait retiré. Jonathan l'observait dans le rétroviseur, pesant comment commencer. Quand j'avais à peu près ton âge, dit-il, j'ai dû quitter un endroit qui était censé être ma maison. J'ai grandi dans un orphelinat. Il y avait des jours où je me sentais invisible, comme si personne ne me voyait jamais. Mais ta mère, si, et il y avait aussi un ami, quelqu'un qui m'a aidé à traverser les moments les plus sombres. Emily tourna lentement son visage vers lui. Pour la première fois depuis qu'elle était montée dans la voiture, elle le regarda. Ses yeux étaient encore gonflés, mais la panique en eux s'était adoucie. « Maman te parlait souvent? » « Oui, répondit Jonathan. Nous parlions de combien tu aimes dessiner, comment tu apprécies la glace à la vanille à Central Park, et comment tu dors toujours en serrant ton ours en peluche. Elle était fière de toi. » Emily déglutit difficilement. Elle posa la bouteille et serra de nouveau l'ours en peluche. Après les funérailles, papa, David ne me regardait plus. Tante Vanessa a dit que j'avais tout gâché. Elle a dit qu'une fois que papa aurait signé tous les papiers, je ne serais plus là. J'ai vraiment essayé d'être sage. Sa voix faiblit, puis elle ajouta doucement, presque comme si elle avait peur de réveiller quelque chose de caché. Maman me manque tellement. Chaque soir, elle me lisait une histoire. Parfois, c'était la toile de Charlotte, parfois Bonne nuit de la lune. Après la lecture, elle me chantait une berceuse pour m'endormir. Elle chantait toujours You are my sunshine. Quand elle chantait, je n'avais pas peur du noir. Maintenant, la nuit, je ne peux pas éteindre la lumière. Jonathan sentit sa poitrine se serrer, mais il garda un ton stable. Il laissa le silence s'installer assez longtemps pour que ses mots reposent dans l'air, sans interruption. Dans son esprit, l'image de la chambre d'hôpital revint. L'odeur âcre du désinfectant, le visage de Sarah amaigri par le cancer, et son dernier appel où elle avait dit « S'il arrive quoi que ce soit, s'il te plaît, veille sur elle pour moi. » Et maintenant, sa fille était assise à côté de lui, serrant un ours en peluche usé, avouant qu'elle n'osait plus dormir dans le noir. Il ne pouvait pas comprendre comment des adultes pouvaient traiter un enfant de cette façon. Aucun enfant ne devrait jamais avoir à prouver qu'il mérite d'être dans un foyer, dit lentement Jonathan. Tu n'es pas en faute. Les adultes vivent leur deuil de manière compliquée, et parfois ils se laissent entraîner par d'autres. Mais cela ne fait pas de toi une erreur. Ici, tu es en sécurité. Emily ne répondit pas tout de suite. Au bout d'un moment, elle glissa un petit doigt dans la manche de la veste de costume de Jonathan, l'effleurant à peine, comme pour tester si sa solidité était réelle. Jonathan resta immobile, considérant ce geste comme une réponse. Il mit son clignotant et s'inséra dans la voix, sa voix s'adoucissant. « Ce soir, tu te reposes. Demain, nous parlerons avec quelques personnes de confiance. Il y a une détective nommée Maria. Elle est très compétente. Et si tu es d'accord, pendant la journée, je t'emmènerai voir une psychologue pour enfants, juste pour s'assurer que tu dors bien, que tu manges bien, pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. » Emily fit un petit signe de tête. Elle n'avait pas encore complètement ouvert son cœur, mais elle ne se recroquevillait plus sur elle-même comme elle l'avait fait sur le porche. Sur ses genoux, l'ours en peluche était lissé plus soigneusement. La voiture se rapprochait de la ville. La route était longue, mais le silence à l'intérieur était différent maintenant. Il ressemblait à un lieu de repos, pas à un gouffre sans fond. Jonathan jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit ses yeux, toujours rouges, mais fixés sur lui, comme s'il était son encre. « Emily, dit-il, je ne t'abandonnerai pas. » La fillette leva le visage, ses lèvres tremblant légèrement. Sa voix était si douce qu'elle était presque un souffle. « Est-ce que ma mère t'a déjà dit, si un jour j'étais seul, à qui je devrais faire confiance? »
Jonathan ne répondit pas tout de suite à la question d'Emily. Il mit son clignote et se rangea sur la voie la plus lente, posant doucement sa main chaude sur la petite main de la fillette comme une assurance silencieuse. Rentrons d'abord à la maison, dit-il. Ensuite, je te raconterai. La voiture s'arrêta devant un immeuble de Manhattan. Le portier, M. Harris, ouvrit la portière de la voiture et s'inclina. Ses yeux s'adoucirent de sympathie en voyant la petite fille serrant un ours en peluche. Mais il maintint le calme professionnel de quelqu'un à son service. « Bonsoir, Monsieur Reed. » Jonathan hocha la tête et parla doucement. « Pourriez-vous porter la valise, s'il vous plaît? » Monsieur Harris répondit simplement « Oui, monsieur », et les suivit en silence. Dans l'ascenseur, Emily se tenait près de Jonathan. Elle agrippait la sangle de l'ours en peluche comme si c'était sa bouée de sauvetage. Jonathan appuya sur le bouton de l'étage et regarda les chiffres s'allumer un par un. Il baissa la voix. « Ta mère a parlé de moi une fois. Elle a dit que si quelque chose de grave arrivait, tu pourrais me faire confiance. » Emily inclina légèrement la tête puis baissa rapidement les yeux, comme si elle avait peur de trop espérer. Les portes s'ouvrirent. Miss Parker, la gouvernante d'âge mûr, attendait. Elle vivait selon les principes bien ordonnés de l'ordre américain. Directe mais discrète. « J'ai réchauffé la soupe au poulet. Il y a du pain grillé et du lait chaud. » Elle regarda Emily et lui adressa seulement un doux sourire, ne posant aucune autre question. Jonathan la remercia et ajouta « Je m'occuperai de l'enfant ce soir. S'il vous plaît, reposez-vous tôt. » La salle à manger était juste assez éclairée. Jonathan tira une chaise pour Emily. Il plaça un bol de soupe et un petit verre de lait devant elle. La vapeur s'élevait doucement, mais Emily ne toucha pas la cuillère. Elle resta assise, les yeux fixés sur la table, lissant de sa main l'ourlet de la robe de son ours en peluche. Jonathan s'assit en face d'elle, sans la presser. Il posa sa propre cuillère, puis commença à parler. « Quand j'avais ton âge, je n'avais personne non plus. J'ai grandi dans un orphelinat. Les autres enfants se moquaient de moi pour mes chaussures bon marché, pour mon vieux manteau. Les gens disaient que je n'arriverais jamais à rien. » Emily leva un peu les yeux, comme si elle voulait en savoir plus. « À l'époque, la maison de ta mère était juste en face de l'orphelinat, » continua lentement Jonathan. « Elle venait souvent jouer avec les enfants, apportant des biscuits, des livres d'occasion et parfois quelques bons manteaux. Elle se souvenait de chacun de nos noms, nous demandait ce que nous avions étudié ce jour-là, ce que nous voulions lire le lendemain. Pour moi, elle a fait beaucoup de petites choses qui se sont avérées grandes. Me montrer le chemin de la bibliothèque, payer des frais d'examen que je ne pouvais pas me permettre, me donner un manteau qui m'allait vraiment, et surtout, me donner la foi quand tout le monde secouait la tête. Ta mère a été celle qui m'a aidé à rester ferme et à trouver la détermination de m'en sortir, pour qu'un jour je puisse être là où je suis maintenant. » Emily souleva la cuillère, remua la soupe une fois, puis la reposa. Elle serra les lèvres pendant un long moment, puis éclata en sanglots, comme si elle les avait retenus pendant bien trop de jours. « Je veux juste que papa, David, me serre dans ses bras une fois de plus, comme avant que maman ne meure. À l'époque, il me soulevait haut, m'achetait de la glace à la vanille, me lisait des histoires. Maintenant, il me regarde sans me voir, comme s'il regardait à travers un mur. » Jonathan fit glisser un mouchoir près d'elle. Il ne se pressa pas d'offrir un réconfort vide. Il la laissa pleurer, parce que les larmes sont aussi une façon pour le corps de se sauver. « Tu as le droit de te souvenir, » dit-il après une respiration régulière. « Mais tu as aussi le droit d'être aimé à nouveau. Personne ne peut te voler tes souvenirs, et l'avenir t'attend encore. » Emily essuya ses yeux et rapprocha le verre de lait. Elle en but une gorgée, puis une autre. La soupe était encore chaude, et elle en prit quelques cuillerées, petites et lentes. Ce n'était pas par appétit, mais au moins, elle ne se laissait plus mourir de faim. Jonathan se leva, alla dans la cuisine et revint avec une petite boîte. Il la posa devant elle, l'ouvrant pour révéler un porte-clés en métal rayé en forme d'étoile. « Quand j'ai quitté l'orphelinat, c'est tout ce que j'avais. Ta mère me l'a donné et m'a dit, « Quand tu as peur, tiens-le bien. Il te rappellera que quelqu'un croit en toi. Maintenant, je te le donne. Quand tu auras peur, serre le fond et souviens-toi que je suis là. » Emily toucha légèrement l'étoile du bout de son doigt, puis retira sa main. Elle leva les yeux vers Jonathan, son regard moins méfiant, bien que toujours prudent. « Si papa, David, veut me voir, alors quoi? » Jonathan garda sa voix basse et stable. « D'abord, tu dois être en sécurité. Le reste,
C'est aux adultes de faire leur part, de prendre leurs responsabilités et de redresser les choses. Quand tu seras prête, alors nous parlerons de le rencontrer. Le repas se termina lentement. Miss Parker emporta doucement le plateau. Jonathan conduisit Emily à travers le salon jusqu'à une petite chambre d'amis. Le lit était déjà fait avec des draps propres et une veilleuse en forme de lune était posée sur la table de chevet. Il vérifia la fenêtre, tira les rideaux, puis ouvrit le placard et sortit un pull léger. « Si tu as froid, mets ça. » Emily posa son ours en peluche sur l'oreiller et fixa la veilleuse pendant un long moment. Elle se retourna, hésitante. « Oncle, est-ce que ma mère a déjà eu peur? » « Oui, » répondit Jonathan. « Elle avait peur de ne pas vivre assez longtemps pour te voir grandir. Mais elle a choisi de croire. Elle croyait que de bonnes personnes te trouveraient et que tu trouverais de bonnes personnes. » La petite fille hocha la tête et monta dans le lit. Jonathan recula pour qu'elle puisse sentir son propre espace. Il tamisa les lumières, ne laissant qu'une douce lueur. Avant de fermer la porte, il parla à travers la petite ouverture. « Si tu as besoin de moi, appelle à tout moment. » La porte se ferma doucement, mais la lumière du couloir resta allumée. Jonathan retourna dans son petit bureau et ouvrit son portefeuille. Une photo jaunie apparut. Une femme souriant, appuyée contre son épaule, ses yeux brillants comme la première lumière de l'été. Il posa la photo sur le bureau à côté d'un dossier non ouvert. Le téléphone s'alluma, un message d'Anna Roberts s'affichait. « Avez-vous besoin que je fixe un rendez-vous avec la détective Maria? » Et la psychologue pour enfants, le Dr. Leah Simmons, a un créneau demain matin. Jonathan tapa en réponse. « Demain 9 heures, et contactez l'avocat Michael Turner dans l'après-midi. » « Merci, Anna. » Il resta assis tranquillement, écoutant le bruit de petits pas dans le salon. Rien. Seulement la respiration régulière d'une enfant qui s'était enfin endormie profondément. Jonathan tenait la photo, ferma les yeux un instant, comme s'il parlait à l'ami qu'il avait perdu. « Je tiendrai ma promesse. » Cette nuit-là, alors que Jonathan éteignait la lumière du salon et veillait sur Emily qui dormait, dans un autre coin de la ville, le tintement sec d'un verre contre le comptoir en bois brisa le silence. David Carter était accoudé au bar, l'odeur d'alcool se mêlant à la trace rance de la fumée de cigarette. Mark Sullivan, son compagnon de boisson de longue date, était assis à côté de lui, faisant tourner les glaçons dans son verre par habitude. Un homme de 45 ans, imprudent dans ses paroles, Mark aimait pousser les autres à faire des choses qu'il regretterait plus tard. « Bois, David, » ricana Mark. « Ça te videra la tête. » David vida son verre. Ses paupières lui semblaient lourdes. Sa voix sortit rauque. « C'est un fardeau. Quand je la regarde, tout ce que je vois, ce sont des choses qui ne reviendront jamais. » Mark fit signe au barman pour une autre tournée. « Reste simple. Une fois les papiers signés, tu auras enfin la paix. Sans ta signature, on ne serait même pas assis ici ce soir. » La porte du bar s'ouvrit brusquement. Vanessa Blake entra, vêtue d'une robe rouge, ses boucles blondes captant la lumière. Elle se dirigea droit vers David, posa sa main fine sur son épaule et parla d'un ton apaisant. « Tu es épuisé, et c'est tout à fait naturel. La fille ressemble trop à sa mère, te rappelant toujours le passé. Tu as besoin de repos. » David détourna le visage, mais il ne retira pas son épaule du contact de Vanessa. Il commanda un autre verre. Vanessa laissa échapper un léger soupir, puis se glissa dans l'espace entre David et Mark, se l'appropriant. Au fond du bar, une jeune femme se leva de sa chaise, faisant semblant de passer un appel téléphonique. Personne n'y prêta attention. Elle portait une casquette de baseball, une veste sombre, et ses yeux ne manquaient rien. C'était la détective Maria Santos, une détective de la brigade criminelle dont l'habitude était de rester assise, immobile comme une ombre, jusqu'au moment exact où il fallait saisir ce qui comptait. Le regard de Vanessa se déplaça vers la porte. Carla White apparut. Elle avait environ 28 ans, un maquillage épais et une grosse enveloppe serrée dans la main. Carla passa devant le comptoir comme une rafale de vent, glissa l'enveloppe dans le sac à main de Vanessa avec une aisance pratiquée et se pencha pour chuchoter. « Tout est là. La procuration pour gérer le fonds en fiducie, quelques ordres de virement et le projet d'accord. Il ne manque plus que sa signature. » Vanessa fit un léger signe de tête, sans jamais regarder Carla à nouveau. Elle se retourna, pressant son corps plus près de David, sa voix dégoulinant comme du miel. «
Tu n'as qu'à signer. Je m'occuperai du reste. Je te promets que tout sera réglé. Les comptes, la maison, personne ne t'ennuiera plus. David plissa les yeux. Il sortit son portefeuille, ses doigts s'arrêtant sur la fente contenant une vieille photo. 3 personnes dans la lueur d'un soleil d'après-midi. Lui plus jeune, la femme qu'il avait perdue, et Emily, toute petite. Une vague de silence lui transperça la poitrine comme un vent froid. Sa main trembla légèrement. Non, marmonna David. Pas ce soir, pas encore. Mark ricana, donnant un coup de coude à David. Combien de temps veux-tu être hanté? Signe et dors, enfin comme un homme en paix. Vanessa posa l'enveloppe sur le comptoir et l'ouvrit légèrement. Les papiers scintillaient sous la lumière du bar. Sa voix était douce comme de la laine. Juste une formalité, David. Je ne te prends rien. Je t'aide à trouver la paix. David regarda la première page. Les lettres en gras concernant une autorisation temporaire se brouillaient dans la brume de l'alcool. Il déglutit difficilement. La photo qui dépassait de son portefeuille montrait encore un coin d'une vieille étreinte de 3 personnes le regardant. Sans un mot, sa respiration devint plus lourde. Il frappa le fond de son verre contre le comptoir avec un bruit sec, comme s'il voulait noyer ses souvenirs au fond du verre. « Apportez-moi un stylo. » Mark ricana et fit signe au serveur d'en chercher un. Vanessa rapprocha les papiers et posa le stylo juste là où il devait signer. Elle se pencha, sa voix effleurant son oreille. « Juste ici, David. » À la table du fond, Maria leva discrètement son téléphone. Elle zooma alors que Carla pointait la ligne de texte, que Vanessa poussait l'enveloppe et que Mark bloquait la vue de derrière. Le léger déclic de l'appareil photo se fondit dans la musique de fond. David posa le stylo sur le papier. Son poignet se figea. La photo dans son portefeuille restait ouverte. La petite fille sur la photo souriait, un sourire d'il y a plusieurs années, avant que le ciel ne s'effondre. David cligna des yeux, la veine de sa tempe pulsant furieusement. « David !» insista Vanessa, son impatience aiguisant sa voix. « Signe. » Il prit une longue inspiration et but une gorgée de liqueur comme s'il y puisait du courage. Le stylo traça une ligne tremblante, l'encre s'infiltrant dans le papier. Maria prit une autre photo. Son appareil captura la main tremblante de l'homme, l'épaisse enveloppe et le regard acéré que Vanessa lança à Carla comme un couteau. Mark leva son verre bien haut. « Voilà le David que je connais. » Vanessa referma l'enveloppe, la glissa dans son sac et laissa un fin sourire se dessiner sur ses lèvres, comme un fil rouge. « C'est fait. À partir de demain, les choses seront beaucoup plus calmes. » David se prit le visage dans les mains, il ne regarda personne. Dans son portefeuille, la vieille photo glissa plus profondément dans la fente en cuir, cachée à la vue. À la table du fond, Maria baissa son téléphone, où elle se leva et passa devant eux sans les regarder, laissant seulement un pourboire pour le serveur. Ses pas étaient assurés et légers. Au moment où la porte se referma derrière elle, elle avait déjà ce qu'elle était venue chercher. Le moment où 3 noms apparaissaient ensemble dans un même cadre. David, Vanessa, Carla et une signature encore fraîche d'encre. Quand la porte du bar se referma derrière Vanessa, la détective Maria Santos avait déjà assez de photos. À l'aube, Jonathan reçut un court email. « Il y a des preuves. Gardez la fille en sécurité. Je vous recontacterai. » Il regarda Emily dormir, hocha la tête pour lui-même, puis tapa un message à quelqu'un d'autre. Plus tard ce matin-là, Jonathan amena Emily chez Madame Linda Green, de l'autre côté de la rue. Une couronne funéraire blanche était encore accrochée depuis le jour du service. Linda ouvrit rapidement la porte et, dès qu'elle vit Emily, elle la serra dans ses bras, sa voix se brisant. « Ma chérie, j'ai frappé à la porte, je leur ai parlé, mais... » Elle s'arrêta, déglutit difficilement, ses vieilles mains tremblant comme si même toucher Emily pouvait lui faire mal. Emily se tint tranquillement dans cette étreinte, son ours en peluche pressé entre elles. Elle ne pleura pas. Elle reposa simplement sa tête sur l'épaule de Linda, comme si elle cherchait une odeur familière. Monsieur Henry, le mari de Linda, resta un pas en arrière, posant une carafe d'eau et quelques biscuits sur la table. C'était un homme de peu de mots, mais son regard était stable et chaleureux. Ils s'assirent autour de la petite table de la salle à manger. Jonathan ouvrit son carnet et demanda la permission d'enregistrer. Linda prit une profonde inspiration, parlant lentement pour que sa voix ne vacille pas. J'ai vu la fille à genoux, le suppliant de ne pas le faire. Mais il...
Elle détourna le visage, essuyant ses yeux. Il l'a quand même repoussé. Et cette femme, Vanessa, a dit « Laissez-le faire », puis a fermé la porte. Emily tira prudemment une chaise, s'asseyant près de la fenêtre. Elle sortit un crayon de sa poche et une feuille de papier vierge. Sans qu'on le lui dise, elle commença à dessiner une maison, 3 personnages. La mère au milieu, Emily à gauche, l'homme à droite lui tournant le dos. Les traits de crayon étaient inégaux mais très clairs. Jonathan regarda le dessin, sa gorge se serrant. Il ajusta le microphone, baissa la voix. « Voudrais-tu m'en dire plus? Seulement si tu le veux. » Emily garda les yeux sur le papier. « J'ai entendu tante Vanessa dire, chuchota-t-elle, que quand papa signerait tous les papiers, je ne serais plus là. » Le crayon appuya plus fort sur l'image de la porte. Elle la coloria soigneusement, comme si tout se déversait dans cette seule charnière. Linda agrippa la main de Jonathan, la serrant légèrement. « Faites quelque chose. La fille n'en peut plus. » Jonathan hocha la tête et sortit son téléphone, appelant l'avocat Michael Turner. Turner, presque 40 ans, était un collègue proche de Jonathan, connu pour sa persévérance dans les litiges familiaux. Sa voix était ferme et stable. « Envoie-moi tout. Vidéos, photos, témoignages. Je demanderai une ordonnance de protection temporaire pour elle et je déposerai une demande d'audience d'urgence. » Jonathan transféra l'email de Maria ainsi qu'un résumé du témoignage de Linda. Turner répondit immédiatement par texto. « Un voisin témoin, c'est de l'or. Retrouve-moi au bureau à 14 heures. Amène la fille si elle veut, mais assure-toi qu'elle se repose d'abord. » Jonathan rangea son téléphone et se tourna vers Emily. Il s'assit à sa hauteur. « Je serai avec toi. Personne n'a le droit de t'effacer de ta propre maison. » Emily leva les yeux. Ses yeux étaient voilés d'une fine couche de brouillard, mais n'étaient plus obscurcis. « Et si papa ne veut plus de moi? » Jonathan posa sa main sur le dossier de sa chaise, faisant attention de ne pas la toucher pour qu'elle ne sursaute pas. « Alors nous laisserons la loi répondre à cela. Et même si c'est le cas, il y a encore des gens qui veulent de toi. J'en suis un. » Linda apporta une petite tasse de cacao. Elle la posa devant Emily, puis poussa le dessin au milieu de la table. « Signe ton nom, Emily. Comme ça, plus tard, nous saurons que c'est ta voix. » Emily écrivit son nom en lettres capitales, formant soigneusement chaque trait. À côté, elle dessina une petite étoile. Jonathan prit une photo du dessin, demandant la permission de garder l'original. Linda hocha la tête, tenant la main de la fillette un peu plus longtemps, comme pour lui donner de la force. Avant de partir, Henry tendit à Jonathan une feuille de papier pliée. « J'ai noté les heures d'hier. J'ai vu la voiture garée. J'ai entendu M. David crier. Si nécessaire, je parlerai. »« Merci, » dit Jonathan en lui serrant la main. « Nous ferons appel à vous. » Dehors, dans la cour, une douce brise agitait les rosiers. Emily marchait lentement, serrant sa peluche contre sa poitrine. Jonathan ouvrit la portière de la voiture, se pencha et attacha sa ceinture de sécurité. Il s'arrêta une seconde, demandant doucement. « Y a-t-il quelque chose que tu aimerais manger aujourd'hui? »« N'importe quoi. »« Du pain grillé au beurre, » répondit Emily, « et si possible, de la glace à la vanille. Mais je n'en mangerai qu'un peu. » Jonathan sourit. « D'accord. Nous ferons le pain grillé. La glace sera pour plus tard, après avoir rencontré un de mes amis. » Sur le chemin du retour vers Manhattan, le téléphone vibra. Turner appela en vidéo, son visage clair sur l'écran. « J'ai programmé le dépôt. La détective Maria m'enverra le dossier original. Jonathan, nous avons besoin qu'un psychologue pour enfants fasse une évaluation préliminaire. Non pas pour étiqueter la fille, mais pour prouver qu'elle subit un préjudice. »« Déjà arrangé, » répondit Jonathan. « Et je veux demander une ordonnance restrictive temporaire contre Vanessa. »« Il y a une base pour ça, » dit fermement Turner. « Nous le ferons immédiatement. » L'appel se termina. Jonathan jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Emily regardait le paysage défiler par la fenêtre. Elle se tourna et parla d'une petite voix, comme si elle posait la première pierre d'une nouvelle fondation. « Je te fais confiance, mais mon père me manque toujours. »« Tu peux lui en vouloir et être protégé en même temps, » répondit Jonathan. « Ces deux choses ne sont pas contradictoires. » Ce soir-là, les lumières du cabinet d'avocats brûlaient tard. Turner étala les dossiers sur la table, les assemblant en une image claire. Un message de Maria disait « Les photos sont sur le serveur. Il y a un court clip audio. » Linda envoya la déclaration sous serment. Henry confirma la chronologie. Le dessin d'Emily reposait au centre,
comme une simple carte que seul un cœur honnête pouvait comprendre pleinement. Jonathan se tenait droit, regardant Turner, sa voix profonde et stable, sans hésitation. Nous portons cette affaire devant le tribunal. Juste après, Turner ferma le dossier. Jonathan prit son manteau et tint la main d'Emily en se levant. Allons-y, dit-il doucement. Nous allons au tribunal. Emily hocha la tête, serrant son ours en peluche, ses petites pas restant juste à côté des siens, sans s'écarter d'un demi-pas. Le couloir du tribunal de la famille de Manhattan était vivement éclairé. Turner marchait en avant pour ouvrir la voie, portant un épais dossier sous son bras. La détective Maria Santos attendait déjà. Elle lui tendit rapidement une clé USB et fit un signe de tête ferme à Jonathan. « L'original est là-dedans, » dit Maria. « J'interviendrai comme témoin si nécessaire. » Jonathan répondit « Merci », puis se pencha pour redresser le col d'Emily. Il chuchota « Tout ce que tu as à faire, c'est de dire la vérité. Personne ne peut te prendre ta voix. » Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. La juge Patricia Coleman, 50 ans, stable et posée, était assise sur le siège du président. Elle fit une brève introduction, insistant sur la sécurité de l'enfant tout au long de l'audience. Sa voix n'était ni froide ni douce, mais elle fit taire toute la salle. Du côté du plaignant se tenaient Jonathan et l'avocat Michael Turner. De l'autre côté de l'allée, Vanessa Blake entra comme si elle défilait sur un tapis rouge, sa robe ajustée attirant tous les regards. À ses côtés se trouvait Peter Dawson, 40 ans, un avocat redoutable connu pour ses attaques féroces. David Carter suivait, le col froissé, les yeux cernés et fatigués. Vanessa se pencha et chuchota, ses lèvres effleurant son oreille comme une lame sèche. « Tu dois prouver que la file n'est pas normale, sinon nous perdons tout. » Les épaules de Defidi sursautèrent légèrement, mais il ne répondit pas. La juge confirma l'identité des deux parties. Turner se leva et déclara brièvement « Votre honneur, nous demandons une ordonnance de protection temporaire pour Emily, et nous soumettons des preuves d'expulsion et de manipulation d'actifs. » Jonathan tendit la clé USB de Maria au greffier. Linda et Henry étaient assis au fond, se tenant de la main, leurs yeux agités mais résolus. Dawson souleva une pile de papier, son ton plat comme s'il était répété. La défense soumet une évaluation psychologique de l'enfant. Le document indique qu'Emily présente une instabilité, invente des histoires et ne peut pas rester dans un environnement déclencheur. Il posa une photocopie sur la table, la faisant glisser vers le greffier. Vanessa releva le menton, regardant Jonathan d'un air triomphant. Turner haussa un sourcil. « Votre honneur, pouvons-nous connaître la base et la personne qui a mené cette évaluation? » Les lèvres de Dawson se retroussèrent. « Un spécialiste du conseil familial. Pour des raisons de confidentialité, nous demandons à ne pas divulguer le nom à ce stade. » La juge Coleman frappa légèrement de son marteau. Sans identification et vérification professionnelle, ce document ne sera pas considéré comme une preuve. Cependant, le tribunal note que la défense devra prouver sa validité si elle a l'intention de continuer à s'y fier. Jonathan se pencha vers Turner, parlant presque en chuchotant. « Garde le rythme. Ne les laisse pas nous entraîner dans la boue. » Turner hocha la tête puis demanda la permission d'appeler le voisin comme témoin. Linda s'avança. Elle parla d'une voix égale, par courts fragments, sa voix se brisant à certains moments. « J'ai vu la petite fille à genoux. Je l'ai suppliée de ne pas le faire, mais la porte s'est quand même fermée. » David baissa la tête, sa main se serrant fermement. C'était au tour d'Emily. Jonathan souleva la petite fille sur le banc des témoins, gardant sa main stable sur son bras jusqu'à ce qu'elle soit bien droite. Il se pencha et chuchota. « Dis juste ce dont tu te souviens. Tu n'as pas besoin d'en dire beaucoup, seulement la vérité. » Emily hocha la tête, son regard se posant sur la couture lâche au bord de son ours en peluche. Sa petite main chercha celle de Jonathan et s'y agrippa fermement. Dawson redressa sa cravate, essayant d'imposer son autorité. « Emily, sais-tu que mentir est mal? » Emily cligna des yeux, sa voix fluette. « Je sais. As-tu déjà inventé une histoire juste pour que M. Jonathan te donne des cadeaux? » Jonathan se leva d'un bond. « Objection! Suggestif et insultant. » La juge Coleman répondit. « Objection retenue. Maître Dawson, tenez-vous-en aux faits. » Turner s'avança, bloquant la moitié de la vue de Dawson. Sa voix était calme. « Emily, peux-tu dire au tribunal pourquoi tu avais peur de rentrer à la maison ce jour-là? »
Emily déglutit difficilement. Parce que tante Vanessa a dit que quand papa aurait fini de signer les papiers, je ne serais plus là. La salle d'audience entière tomba dans le silence. Dawson pinça les lèvres, puis leva la main pour demander l'accès au rapport. Il parla rapidement. Comme le tribunal peut le constater, l'enfant est traumatisé. C'est un signe d'instabilité. Turner contre-attaqua immédiatement. Être forcé de quitter sa maison n'est pas un traumatisme. C'est une expérience réelle. Jonathan posa un autre dossier sur la table. Email, photos, déclarations, ainsi que l'enregistrement de la détective Santos sur la transaction immobilière de la nuit dernière. Vanessa se raidit un instant, puis appuya son épaule contre David. Elle lui chuchota à l'oreille, sa voix douce au point d'être glaçante. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire que la fille a tout inventé. Juste une phrase. David fixa ses chaussures, ses doigts tirant sur l'ourlet de sa chemise comme s'il cherchait quelque chose à quoi se raccrocher. Ses yeux s'attardèrent, un flou de peur et de regret. L'alcool ne s'était pas complètement dissipé, mais il ne pouvait pas étouffer le martèlement des souvenirs. La juge Coleman parcourut la liste des preuves. Elle leva les yeux. Le tribunal admettra temporairement le témoignage du voisin comme crédible et accepte la pièce à conviction 5, une clé USB contenant des images. Le rapport psychologique n'est pas vérifié et ne peut pas encore être utilisé comme preuve concluante. Le marteau frappa une fois, sec et ferme. Emily resta immobile pendant un long moment. Elle voulait pleurer, mais luttait pour rester calme. Ses lèvres tremblaient, comme si elle pressait un grain de sel. Jonathan serra sa main, lui prêtant le rythme d'une respiration régulière. « Je suis là, chuchota-t-il. Je suis juste là. » La fillette prit une profonde inspiration et leva le visage. Son regard passa devant Dawson, devant Vanessa, et s'arrêta sur David. Il n'y avait aucune accusation, seulement un désir frappant à la porte de la mémoire. « Papa !» La voix d'Emily se brisa. « Tu te souviens de la fois où nous avons mangé de la glace ensemble à Central Park? » La question d'Emily tomba dans la salle d'audience comme un caillou frappant la surface d'un étang calme. David leva la tête par instinct, puis se figea. Il déglutit difficilement, sa gorge aussi sèche que du papier. Personne ne dit un mot de plus. Seul le doux grattement du stylo du greffier sur le papier subsistait. Emily resserra sa prise sur l'ours en peluche. Elle inspira, retint son souffle un instant, puis expira lentement. Ce jour-là, c'était un dimanche. Maman était assise sur le canapé, en train de lire un livre. Papa m'a porté sur son dos jusqu'à la porte et a dit « Allons chercher un peu de soleil. » Nous sommes allés à Central Park. Papa m'a acheté 2 boules de vanille. L'une a fondu dans ma main et il a ri avant de la lécher. Je lui ai dit que c'était dégoûtant et il a ri encore plus fort. Ensuite, nous sommes allés au lac et papa a plié un bateau en papier avec un reçu et l'a mis à l'eau. Il a dit que si le vent était bon, le bateau atteindrait l'endroit exact où maman se tenait. Ce jour-là, le vent était parfait. Sa voix était stable et claire. Chaque phrase semblait poser une nouvelle brique sur les fondations d'une vieille maison. Jonathan se tenait à côté du pupitre, calant tranquillement sa respiration sur celle d'Emily. Turner fixait son carnet, son stylo fermement tenu dans sa main, mais immobile. David vacilla sur son siège. Des images lui revinrent en mémoire comme une marée. Le livre à la couverture bleue dans les mains de sa femme, la faible odeur de glace à la vanille, le reçu froissé dans sa poche, la douceur collante dans la petite paume de sa fille. De petites choses, mais lourdes comme toute une vie. Emily se tourna complètement vers lui. « Tu étais le meilleur, papa. Pourquoi ne me reconnais-tu même plus? » David ne put plus se retenir contre la chaise. Il s'affaissa, une main couvrant la moitié de son visage. L'odeur d'alcool persistait, mais sa vision s'éclaircissait à travers le flou. « J'ai eu tort, » chuchota-t-il, brisé, comme quelqu'un qui réapprend à parler. La détective Maria Santos inclina légèrement la tête, mais n'interrompit pas. Elle nota simplement une autre heure dans son carnet. Au fond, Linda toucha doucement la main d'Henry. Aucun d'eux ne parla. Toute la salle d'audience semblait retenir son souffle. Vanessa se leva d'un bond, sa voix aussi tranchante que du verre. « Ne l'écoutez pas. Elle invente tout. Les enfants se souviennent mal des choses tout le temps. David, dis-leur. » David ne la regarda pas. Il baissa la main de son visage, révélant des yeux injectés de sang. « Il y a des choses qu'on ne peut pas inventer, dit-il doucement, plus pour lui-même que pour quiconque.
Peter Dawson intervint immédiatement. Votre honneur, la défense s'oppose à ce que cette salle d'audience soit transformée en scène de théâtre émotionnel. Nous demandons que les débats restent concentrés sur la documentation professionnelle. Jonathan se redressa, coupant court d'un ton qui n'était pas fort mais ferme. Un enfant ne peut pas inventer le désir. La juge Coleman leva la main. Silence. Elle regarda d'Emily à David, puis se tourna vers Dawson. Cette salle d'audience n'est pas le lieu des attaques personnelles, maître. Revenez à des questions basées sur les faits. Vanessa agrippa le bord de la table si fort que ses articulations blanchirent. Si le tribunal permet à un enfant de tout contrôler, alors nous n'avons plus de loi du tout. Turner se tourna vers elle, sa voix calme, comme s'il nouait un ruban. La loi commence par la vérité, et la vérité vient de parler par la voix d'un enfant. Emily se figea à ces mots. Elle cligna rapidement des yeux, ses larmes montant et débordant. Elle ne sanglota pas bruyamment. Ce n'étaient que des gouttes silencieuses qui roulaient, trempant son col, laissant une trace par laquelle salée. Jonathan sortit son mouchoir et le lui tendit. La petite main d'Emily reposait toujours dans la sienne, se réchauffant lentement. David regarda sa fille comme s'il venait de récupérer une photo du fond de l'eau. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Puis une seule larme glissa sur sa joue. Avant qu'il ne puisse l'essuyer, elle tomba sur le dos de sa main, se brisant silencieusement comme une excuse brisée. Tout le monde dans la salle d'audience le vit. Personne ne chuchota plus. Le silence n'était plus un vide, mais un espace pour qu'un homme admette ce qu'il avait perdu. Dawson recommença à parler. La juge Coleman souleva le dossier devant elle et le referma proprement. Elle baissa les yeux vers le banc des témoins, puis se tourna vers le fond. « Détective Santos ?» Maria se leva, boutonnant sa veste en s'avançant dans l'allée. Son regard n'était ni froid ni consolant. Il était direct comme un fil sous tension, reliant l'événement à la vérité. La juge fit un seul signe de tête. « Je voudrais présenter de nouvelles preuves concernant des transactions suspectes liées à Mademoiselle Blake. Vanessa Blake. » Maria s'avança au centre de la salle d'audience, reçut la clé USB du greffier et la brancha sur l'ordinateur. L'écran mural s'alluma. Elle regarda droit vers le banc des accusés, sa voix ni forte mais claire dans chaque mot. « C'est votre voix, Vanessa. » Signe, et la fille disparaîtra. Le bruit du bar résonna dans la pièce silencieuse. Le tintement des verres, le bruissement des papiers, le chuchotement de Vanessa, la respiration lourde de David. Une longue pause suivit. Jonathan posa doucement sa main sur le dossier de la chaise d'Emily. La fillette ne quitta pas l'écran des yeux, serrant plus fort son ours en peluche. Turner demanda la permission de soumettre les relevés bancaires. Maria fit passer les impressions couleur, 2 virements du fonds successoral de la mère d'Emily sur le compte de CW Consulting. Maria ajouta d'un ton égal, « Le titulaire du compte est Carla White, 28 ans, votre amie proche, Vanessa. Une assignation a été signifiée ce matin. » Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. L'huissier conduisit Carla à l'intérieur. Elle baissa la tête, évitant le regard de Vanessa. Dawson se leva d'un bond pour objecter, mais la juge Coleman leva la main. « Asseyez-vous, maître. Témoin, à la barre. » Carla déglutit difficilement. Sa voix tremblait. Mademoiselle Vanessa a dit que c'était juste pour gérer temporairement l'argent. Elle m'a dit d'ouvrir une société écran. J'ai reçu l'argent et je l'ai renvoyé selon ses instructions. Turner demanda lentement. « Quelles instructions? » Carla jeta un bref regard à Vanessa, puis se détourna. Ce soir-là au bar, elle a dit qu'une fois qu'il aurait signé, la petite fille devrait déménager. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Vanessa frappa la table, sa chaise grinçant sur le sol. « Tais-toi, Carla! Tu as eu ta part, ne fais pas semblant. » La juge Coleman frappa de son marteau. « Accusé, gardez l'ordre! » Maria fit signe au greffier de jouer le 2e enregistrement. La voix de Vanessa résonna de nouveau, presque pressée contre l'oreille de David dans le bar. « Tu n'as qu'à signer, je m'occuperai du reste. » David se prit le front. Il tremblait comme s'il sortait de l'eau glacée. « Mon Dieu, qu'ai-je fait? » Une autre silhouette attendait dehors, sous assignation. Mark Sullivan entra, son air autrefois dur, maintenant soumis. Il prit place à la barre, n'osant pas jeter un regard en direction de David. « J'étais là. J'ai entendu Vanessa le dire mot pour mot. Monsieur Carter était très ivre.
Elle a poussé les papiers devant lui. Il dit qu'il a papier devant lui. Lui a dit de signer et d'en finir. Je n'ai jamais pensé à l'enfant. Vanessa explosa. Vous vous êtes tous ligués pour me calomnier. Vous êtes comme votre sœur, toujours à tout me voler. Ces mots déchirèrent le vernis poli. Toute la salle d'audience se tourna pour la regarder. Dans les yeux de Vanessa, il n'y avait plus aucune trace de chagrin fin, seulement du venin et une vieille rancœur. Emily sursauta et enfouit son visage dans son bras. Jonathan se pencha et chuchota. « C'est bon, tu es en sécurité. » Dawson essaya de sauver la situation. « Votre honneur, les émotions de l'accusé ne peuvent remplacer les preuves. » Quant au soi-disant rapport psychologique, Turner l'interrompit en posant un autre dossier sur la table. Ce rapport a été rédigé par quelqu'un sans licence pour pratiquer. Nous l'avons vérifié auprès du Conseil de psychologie de l'État. Le document est un faux. La juge Coleman reçut le reçu de vérification et fixa Dawson pendant un long moment, puis elle se tourna vers Vanessa. « Souhaitez-vous expliquer les ordres de virement? » Vanessa pinça les lèvres, ses yeux cherchant quelque chose à quoi s'accrocher. Il n'y avait rien. Sa respiration s'accéléra, puis elle éclata en phrases décousues. Je voulais seulement lui faciliter les choses. Cette fille, elle le ramenait toujours dans le passé. Elle... » Jonathan répondit calmement, sans élever la voix. « Personne n'a rien volé. Vous avez choisi cette voie vous-même. » David leva la tête pour la première fois. Il regarda directement Vanessa. « Je t'ai laissé faire. Je porte ma part de responsabilité. » Dans une salle d'audience pleine de gens, le grattement du stylo du greffier sur le papier était toujours audible. Linda expira comme si elle avait lâché une poignée de pierre. Henry hocha lentement la tête. Emily se redressa. Elle ne sourit pas, mais la peur dans ses yeux avait diminué. La juge Coleman ferma le dossier. Sa voix était équilibrée comme des balances au repos. Le tribunal suspend la séance pour délibérer. Demain à 9 heures, le verdict sera annoncé. Le marteau frappa. Le son était sec et final. Vanessa haletait, ses yeux étincelants de rage. Carla s'affaissa sur ses épaules. Mark baissa la tête. David pouvait à peine se tenir debout, sa main agrippant le bord de la table. Jonathan se pencha et chuchota à l'oreille d'Emily. « Tu as été très courageuse aujourd'hui. » Emily fit un petit signe de tête. Elle regarda la juge quitter la salle, son cœur battant encore la chamade, mais plus frénétiquement. Au bout de l'allée, Maria ferma son carnet et fit un bref signe de tête ferme à Turner. Demain serait la réponse. Le lendemain matin, à 9 heures précises, tout le monde retourna dans la salle d'audience. Les portes s'ouvrirent et la juge Patricia Coleman prit place sur le banc. Toute la salle se leva, puis se rassit. Jonathan Reed tira discrètement une chaise pour Emily, plaçant l'ours en peluche sur ses genoux. L'avocat Michael Turner organisa ses dossiers. De l'autre côté, Vanessa Blake était assise, raide. Peter Dawson gardait la tête baissée, tandis que Carla White et Mark Sullivan restaient silencieux, comme s'ils venaient de se réveiller d'un cauchemar. La juge examina le rapport final. Sa voix était stable et claire. Après avoir examiné les témoignages, les preuves et les vérifications indépendantes, le tribunal conclut que l'accusée, Vanessa Blake, est coupable de détournement d'actifs et de fraude. Elle est condamnée à une peine de prison. Les complices, Carla White et Mark Sullivan, portent des responsabilités pénales et civiles correspondantes. L'avocat Peter Dawson est radié du barreau pour avoir soumis des documents falsifiés et violé l'éthique professionnelle. Un léger murmure se propagea et s'éteignit rapidement. Vanessa se leva d'un bond, ses lèvres bougeant mais aucun son ne sortant. Les officiers de justice s'approchèrent. Elle se tourna pour regarder David, ses yeux remplis à la fois de désespoir et de haine, puis baissa la tête alors qu'on l'emmenait. Carla sanglotait doucement. Mark ne pouvait même pas lever le visage. David se leva très lentement. Il se tourna vers Emily. Pour la première fois, il s'approcha d'elle sans que Vanessa ne se tienne entre eux. Sa voix était rauque et tremblante. « Je vous ai trahi, toi et ta mère. Je ne mérite pas d'être appelé père. » Emily serra l'ours en peluche. Elle détourna le visage, une larme glissant sur sa main. Elle chuchota, juste assez fort pour qu'il l'entende. « Je ne peux pas encore te pardonner, mais je ne veux pas te perdre à nouveau. » David hocha la tête comme s'il recevait sa propre sentence privée. Il parla doucement, presque comme une promesse à lui-même.
Je réparerai les choses, peu importe le temps que ça prendra. Jonathan posa sa main sur l'épaule d'Emily, ferme et chaude. Le pardon ne vient pas en un seul jour, mais l'amour peut recommencer dès maintenant. La détective Maria Santos ferma son carnet, faisant un petit signe de tête à Turner. Au fond, Madame Linda Green tamponnait ses yeux avec un mouchoir, tandis que M. Henry posait doucement sa main sur l'épaule de sa femme. Tout le monde semblait attendre le mot de la fin. La juge Coleman examina le dossier de tutelle et continua. Quant à la garde, pour assurer le meilleur intérêt d'Emily, le tribunal décide que la tutelle temporaire sera partagée entre Jonathan Reed et David Carter, sous la supervision de l'Agence de protection de l'enfance. Tout contact avec un tiers doit être approuvé. Une femme d'âge mûr s'avança et se présenta brièvement. Je suis Karen Lou, une travailleuse sociale nommée par le tribunal. Je superviserai les calendriers de visite, fournirai un soutien psychologique à l'enfant et soumettrai des rapports périodiques. Ses mots étaient concis, ses yeux doux mais fermes. Le greffier lut le calendrier des visites, la date de la première séance de thérapie et le numéro d'urgence. Turner signa la confirmation. Jonathan demanda un rendez-vous séparé pour le lundi suivant. Karen hocha la tête et le nota rapidement dans son carnet. Lorsque l'audience se termina, tout le monde se dispersa. David se tenait à une courte distance d'Emily, ne s'approchant pas plus qu'elle ne pouvait le supporter. Il dit simplement « Je te verrai jeudi après-midi au bureau de Mademoiselle Karen. Je serai là à l'heure. » Emily ne répondit pas, mais elle fit un tout petit signe de tête. Dans le couloir, des lumières jaunes se déversaient sur le sol en pierre. Maria s'arrêta pour offrir une brève félicitation. Linda serra Emily dans ses bras, chuchotant « Tu as été si courageuse. » Turner serra la main de Jonathan, sa voix calme mais stable. « Nous avons fait la moitié du chemin. » Ils sortirent sur les marches du palais de justice. Le vent de la ville balayait, emportant l'odeur de café d'un chariot de rue au coin. Jonathan ouvrit la portière de la voiture et attendit qu'Emily monte. Elle tint la porte sans la fermer complètement, puis leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient encore gonflés, mais plus effrayés. « Tu penses? » Emily hésita, sa voix tremblant comme un violon nouvellement accordé. « Je peux refaire confiance à papa? » Sur les marches du palais de justice ce jour-là, Emily demanda doucement. Jonathan ouvrit la portière de la voiture, se pencha à sa hauteur. « La confiance n'est pas une réponse qui vient tout de suite, » dit-il lentement. « Elle se construit à travers de petites choses, répétées au fil du temps. Si ton père peut faire ça, ton cœur le saura. » Les mois passèrent. Karen Lou supervisa les visites programmées de manière cohérente. Chaque jeudi, David arrivait à l'heure, s'asseyait dans la salle de conseil, parlait peu, mais tenait sa parole. Il arrêta de boire. Sur le bureau de Karen se trouvait la petite épinglette en argent que David lui avait fièrement montrée après sa toute première réunion de groupe, un jalon pour un homme qui essayait de recommencer. Il demanda à retourner dans son ancien atelier de menuiserie, acceptant de faire des heures supplémentaires, se concentrant sur des tâches répétitives pour que son esprit ne s'égare pas. Emily rencontra une thérapeute pour enfants, comme le tribunal l'avait suggéré. Lors des premières séances, elle ne faisait que dessiner. Lentement, elle commença à parler davantage, mentionnant sa mère, l'odeur de la glace à la vanille, la chemise rayée jaune et verte, et les nuits de peur après les funérailles. Pendant ce temps, elle vivait avec Jonathan. Il s'en tenait aux choses simples. Être présent au dîner, laisser la veilleuse allumée, ne jamais fermer complètement la porte de sa chambre. Il créa une fondation au nom de la mère d'Emily pour soutenir les orphelins, demandant à Turner et Anna de s'occuper des formalités administratives. Chaque fois qu'il parlait de la fondation, Jonathan s'arrêtait, comme s'il se souvenait de celle qui avait posé la première pierre du chemin qu'il parcourait maintenant. Cet après-midi-là, ils avaient convenu de se retrouver à Central Park. Emily portait une nouvelle robe blanche. Jonathan était assis sur leur banc familier, une coupe de glace à la vanille posée entre eux. Il vérifia sa montre, puis regarda vers le sentier. David apparut au bout de la rue. Il resta immobile quelques secondes, prit une profonde inspiration, puis s'avança. « Bonjour, ma chérie, » dit-il, sa voix calme et stable. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Je veux juste être là pour te voir grandir. » Emily ne répondit pas immédiatement. Elle prit une cuillerée de glace, la laissa fondre dans sa bouche comme pour en tester la douceur. Au bout d'un moment, elle ouvrit son sac à dos et sortit son vieil ours en peluche. Le tenant à deux mains,
Elle se redressa et regarda directement dans les yeux de David. Maman me l'a acheté, dit Emily. Maintenant, je te le donne, mais j'attendrai de te voir changer. David le reçut. Il pressa l'ours en peluche contre sa poitrine, comme s'il tenait une responsabilité. Sa poitrine se souleva et s'abaissa lourdement. Il parla doucement, pas trop fort, de peur de la surprendre, mais chaque mot portait du poids. Je l'apporterai avec moi chaque fois que je viendrai, et chaque fois, je ferai exactement ce que j'ai promis. Jonathan les regardait, un léger sourire au coin des lèvres. Il n'interrompit pas ce moment. Ce n'est que lorsqu'Emily se tourna vers lui qu'il parla. Tu as deux pères maintenant, Emily. Un qui, avec ta mère, a créé les souvenirs que tu portes, et un qui t'aidera à créer l'avenir. Emily regarda Jonathan, puis David. Elle prit une profonde inspiration, laissant l'air frais du parc remplir sa poitrine. Elle tendit sa main gauche pour tenir celle de Jonathan, et de sa droite, elle tendit la main vers David. David hésita un instant, puis plaça sa main rugueuse dans celle de sa fille. « J'essaierai de faire à nouveau confiance, » dit Emily, « parce que je pense que maman l'aurait voulu. » Karen se tenait à distance, les observant depuis l'allée. Elle écrivit une courte ligne dans son carnet, puis le referma. Les mots n'étaient pas vraiment nécessaires. Certaines images parlaient d'elles-mêmes. Ils marchèrent lentement le long du lac. Jonathan expliqua comment plier un bateau en papier. David dit qu'il se souvenait encore de la façon dont le vent du soir soufflait, et Emily hocha la tête, suggérant que la prochaine fois, il devrait apporter du papier plus épais pour que le bateau ne coule pas. La lumière oblique de l'après-midi se répandait sur l'eau, douce et scintillante. Avant de se séparer, David lui remit l'horaire de la semaine suivante, toujours jeudi après-midi. Il demanda à Jonathan s'il pouvait aider pour le trajet. Jonathan hocha la tête. « Nous le ferons ensemble, dit-il. David serra l'ours en peluche contre lui, chuchotant « Merci ». En se dirigeant vers la grille, Emily se mit soudain à courir. Elle se retourna et tendit les deux mains. Jonathan et David la suivirent en trottinant. Elle attrapa chacune de leurs mains, les tirant vers le milieu en riant. Son sourire n'était pas entièrement exempt d'ombre, mais il était assez lumineux pour redessiner l'horizon. De loin, il ressemblait à une corde brisée en train d'être renouée, pas encore sans défaut, mais devenant plus forte à chaque pas. Et au milieu du parc cette saison-là, une petite file courait entre deux hommes, se tenant fermement des deux côtés, le symbole vivant d'une famille reconstruite à partir des ruines. Finalement, l'histoire se termina par un sourire qui n'était pas encore complet, mais assez lumineux pour ouvrir un nouveau ciel. Les malfaiteurs avaient été punis par la loi et par la vérité elle-même. Les bons ont été récompensés par la confiance, par la chance de recommencer et par une famille reconstruite sur des ruines. Emily avait deux pères, l'un qui gardait les souvenirs et l'autre qui construisait l'avenir. C'était un message simple mais puissant. Lorsqu'une porte se ferme par injustice, nous devons tout faire pour ouvrir une porte de compassion. Je veux vous demander quel moment vous a le plus touché au cœur. Quels mots d'Emily vous ont laissé sans voix? Si vous étiez à la place de Jonathan, que feriez-vous en voyant un enfant poussé hors de sa maison? Et si vous étiez David, auriez-vous le courage d'admettre vos erreurs et de marcher à nouveau sur le long chemin de la rédemption? En tant qu'hôte de la chaîne, je me soucie vraiment de vos sentiments. Allez-vous bien ces derniers temps? Y a-t-il quelque chose qui pèse lourdement sur votre cœur? S'il vous plaît, partagez dans les commentaires. Nous sommes là pour nous écouter les uns les autres. Si vous traversez une période difficile, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas seul. Des mains bienveillantes existent toujours, prenant parfois la forme d'un étranger prêt à arrêter sa voiture et à dire « À partir de maintenant, tu marcheras avec moi ». Si vous aimez les histoires réconfortantes, les histoires émouvantes comme celle-ci, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, suggérez un sujet que vous aimeriez lire ensuite ou partagez votre propre histoire. Qui sait, la prochaine histoire pourrait être votre voyage de guérison. Et ensemble, nous écrirons une fin juste, douce et pleine d'espoir.